Ils se croyaient intouchables, trinquant dans l'espace VIP pendant que je restais dans l'ombre. Mais ils avaient oublié qui avait payé le champagne. Ils avaient oublié qui avait construit la route sur laquelle ils se trouvaient. Et surtout, ils avaient oublié que je ne me fâche pas. Je me venge. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Rire, j'aimerais bien savoir qui fait partie de notre communauté. Retour en arrière, 45 minutes plus tôt. Je suis arrivé à l'Obsidian Lounge en Berlin. Le voiturier a scruté les alentours à la recherche de Ferrari et de Mercedes classe G jusqu'à ce que je lui tende un billet de $100. C'était le premier signe. Dans ce monde, soit on est le spectacle, soit on est le portefeuille. J'avais toujours été le portefeuille. L'Obsidian Lounge était le genre d'endroit qui se targuait d'être impossible à trouver. Sous-sol, sans enseigne, plus sombre qu'une grotte à l'intérieur. C'était le terrain de jeu de ma sœur Britney. Ce soir, c'était le lancement de sa marque d'influenceuse, un projet personnel que j'avais discrètement financé pour que mes parents me laissent tranquille quant à notre soutien au rêve familial. Je me suis dirigé vers le cordon de velours. Le videur, un colosse, a vérifié sa liste. Il a froncé les sourcils. Il n'a pas vu Savannah, PDG d'Apex Logistique. Il a vu Savannah accompagnée. Il m'a fait signe de passer, mais a indiqué non pas la salle principale, mais un couloir latéral. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une erreur. J'ai supposé qu'il ignorait que sans moi, le loyer de cette salle n'aurait pas été payé. Puis j'ai aperçu ma mère, Suzanne. Elle ne m'attendait pas pour me saluer. Elle attendait pour m'intercepter. Elle a surgi de l'ombre comme un agent de la police des frontières, me cachant la vue des loges VIP où Tyler et Britney étaient assis. Elle m'a dévisagé, son regard s'attardant sur mon blazer. Il était taillé sur mesure, professionnel, cher, mais pour elle, c'était un uniforme. « Tu es là » a-t-elle dit d'une voix sèche. « Et tu portes ça. » Nous avons parlé de l'esthétique, Savannah. C'est de la photographie avec beaucoup de flash. Il nous faut de la cohérence. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passée ma semaine de travail de 80 heures. Elle m'a attrapé par le coude et m'a éloigné des lumières clignotantes, en empruntant le couloir de service, après les portes battantes de la cuisine. Là, niché dans une alcôve à côté du vestiaire, se trouvait une table pliante en métal. Pas de nappe, une seule chaise. C'était le genre de table qu'on installe pour un fournisseur ou un intérimaire. On manque vraiment de place dans la cabine principale, a-t-elle dit, sans même chercher à rendre son mensonge crédible. Et puis, honnêtement, tu as l'air déplacé sur les photos. C'est mieux comme ça. Tu peux regarder d'ici. Et c'est juste de ne pas te faire remarquer. J'ai fixé la chaise en métal. Dans n'importe quel autre contexte, lors d'une réunion ou d'une négociation, j'aurais ri et je serais parti. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai failli m'asseoir. Et c'est le plus dangereux quand on grandit dans une famille comme la mienne. Vous voyez, la cruauté ne ressemble plus à de la cruauté quand elle fait partie de votre langage naturel. Elle vous paraît inébranlable. Pendant 29 ans, on m'a appris à me contenter des miettes. On m'a conditionné à croire que ma contribution aux frais était le seul prix à payer pour leur amour. C'est le piège de la cruauté normalisée. Elle reprogramme vos instincts de survie. Elle vous fait croire qu'être assise à une table pliante dans le noir vaut mieux qu'être exilé dans le froid. Elle vous persuade que l'invisibilité est une forme de sécurité. J'ai regardé ma mère s'éloigner tandis qu'elle se précipitait vers l'espace VIP pour coiffer Britney. Elle ne s'est pas retournée. Elle ne craignait pas que je parte. Elle misait sur mon conditionnement. Elle pariait sur le fait que Savannah reste toujours. Savannah paie toujours. Savannah accepte toujours le coin. J'ai tiré la chaise en métal. Elle a grincé bruyamment sur le sol en béton. Je me suis assise, mais dès que le métal froid a touché mon dos, le conditionnement s'est brisé. Ce n'était pas un craquement sonore. Ce fut un réalignement intérieur silencieux. J'ai regardé la vestiaire qui me fixait avec pitié. Je ne voulais pas de sa pitié. J'ai alors compris que je n'étais pas un invité à cette fête. Je n'étais pas de la famille. J'étais une infrastructure. Et une infrastructure peut être mise hors service. Pour saisir l'ampleur de ce que j'allais faire, il faut comprendre ce qui se passait hors des murs de l'Obsidian Lounge. Pendant que Tyler célébrait son génie avec des cocktails à $40 à 96 km de là, au port, une flotte de 48 semi-remorques tournait, au ralenti. Elles arboraient le logo de ma société, Apex Logistique. À l'intérieur, une marchandise d'une valeur de $6,1 million.
Le nouveau matériel technologique révolutionnaire de Tyler devait arriver dans les rayons de tout le pays demain matin à 9 heures. Ce lancement était toute sa vie. C'était le sésame sur lequel mes parents comptaient pour leur retraite. C'était la source de financement des projets extravagants de Britney, et j'étais la seule raison pour laquelle tout cela se produisait. Quand les autres transporteurs se moquaient de ses délais et de son budget, je suis intervenu. J'ai usé de mon influence. J'ai fait jouer mes relations, mobilisées pendant 10 ans. J'ai pris en charge les heures supplémentaires. J'ai personnellement supervisé les itinéraires pour qu'aucune livraison ne soit en retard. Je n'étais pas seulement sa fiancée. J'étais sa chaîne d'approvisionnement. J'étais le moteur invisible qui faisait avancer leur vie fastueuse et luxueuse. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, Robert, de l'autre côté de la pièce. Il riait de quelque chose que Tyler avait dit, en lui tapotant l'épaule. Il y a 2 ans, il avait fait de mauvais investissements qui avaient failli leur coûter leur maison. C'est moi qui avais viré l'argent pour le renflouer. Je n'ai rien demandé en retour. Je n'ai pas demandé de remerciements. Je n'ai pas demandé de plaque commémorative. Je l'ai fait, tout simplement, parce que c'est le rôle d'un moteur. Il fonctionne. Il ronronne. Il maintient la lumière allumée pour que les étoiles puissent briller. Mais ce soir, en les observant depuis ma table pliante dans l'obscurité, j'ai réalisé que j'avais commis une grave erreur de calcul. Je pensais être leur partenaire. En réalité, j'étais leur simple exécutante. On ne remercie pas l'électricité. On ne s'en aperçoit que lorsqu'elle se coupe. Cette prise de conscience ne m'a pas fait pleurer. Elle a clarifié les choses. Elle a dissipé le brouillard émotionnel et n'a laissé place qu'à la froideur implacable d'une décision commerciale. S'ils m'ont traité comme une servante, c'est parce que je leur avais laissé croire que mes services étaient gratuits. Cela ne se reproduisait plus. J'ai sorti mon téléphone professionnel de ma pochette. C'était un appareil sécurisé, crypté, connecté directement au système central de répartition d'Apex Logistique. J'ai ignoré les rires de Tyler et le regard noir de ma mère. Toute mon attention s'est focalisée sur l'interface de gestion de la flotte. L'écran affichait le statut de la flotte, prête au départ. Les chauffeurs attendaient la signature numérique finale. Mon pouce a hésité au-dessus de la commande de dérogation. Ce n'était pas une crise de colère. C'était une rupture de contrat. Tyler avait violé la clause tacite de notre partenariat, qui reposait sur le respect mutuel. Et dans mon milieu, quand on viole le contrat, on perd la cargaison. L'hésitation crée des blocages. J'ai exécuté la commande. J'ai saisi mon code d'autorisation. L'écran a clignoté en rouge. Statut mis à jour. Verrouillé. Immobilisé. Retour à la base. J'ai tapé un SMS à mon vice-président des opérations, sachant qu'il surveillait le tableau de bord de lancement. Coupez le contact. Faites demi-tour. Manque de respect. Faites-le immédiatement. J'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone a vibré une fois, une petite confirmation silencieuse. Le moteur s'était arrêté. Il ne me restait plus qu'à attendre que les lumières s'éteignent. Il a fallu exactement 90 secondes pour que l'onde de choc parcourt la distance entre le port et le salon obsidian. J'ai vu Tyler sortir son téléphone de la poche de sa veste, agacé par l'interruption. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, s'attendant à un message de félicitations ou à une mise à jour boursière. Au lieu de cela, il a froncé les sourcils. Il a tapoté l'écran avec acharnement, rafraîchissant la page comme s'il pouvait effacer la réalité qui lui était renvoyée. Puis il a levé les yeux. Son regard a parcouru la pièce, ignorant ses investisseurs, ses amis, ses fans en adoration, jusqu'à ce qu'il se pose sur moi dans l'ombre. Il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air furieux. Il traversa la pièce en trombe, se faufilant entre les danseurs, le visage crispé par l'indignation. Ma mère et Britney le suivirent, sentant l'atmosphère se tendre. Tyler s'arrêta devant ma table pliante, qui me surplombait. « Qu'est-ce que tu as fait » siffla-t-il, baissant la voix pour éviter un scandale. « Je viens de recevoir une notification. La flotte est immobilisée. Le système affiche un verrouillage administratif. Réglez ça immédiatement. » Il a complètement ignoré la raison. Pour lui, je n'étais pas une partenaire mécontente, mais un serveur défaillant qui avait besoin d'être redémarré. Je l'ai regardé, le visage impassible. « Ce n'est pas un bug, Tyler, » ai-je dit d'une voix si calme qu'elle aurait pu couper du verre. J'ai annulé l'autorisation. « Les camions ne bougent pas. »« Tu es folle » s'est exclamé Britney d'une voix stridente. « C'est ma soirée de lancement, Savannah. Tu gâches l'ambiance parce que tu es jalouse que je sois dans l'espace VIP et que tu sois ici avec les manteaux. C'est pathétique. »
Baisse la voix, a rétorqué ma mère en me fusillant du regard. Tu fais honte à la famille. Répare les livraisons. Excuse-toi auprès de Tyler et on pourra peut-être te laisser t'asseoir à la table d'honneur pour le dessert. Arrête de faire ta hystérique. Hystérique. C'était leur mot préféré pour toute femme qui refusait de se plier à leurs exigences. Les disputes sont inefficaces. J'ai posé mon téléphone sur la table en métal et j'ai activé le haut-parleur. Ben, dis-je clairement, tu es en mode haut-parleur. Ma voix de vice-présidente des opérations a empli le petit coin salon, net et professionnel. That's why, Savannah. Résilie immédiatement le contrat avec Brox Technology, dis-je en fixant Tyler droit dans les yeux. Invoque la clause de moralité. Rupture de confiance irréconciliable. Effet immédiat. Bien reçu, a répondu Ben. Contrat annulé. La flotte retourne à sa base. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Tyler, oubliant de chuchoter. On a un accord. Tu ne peux pas annuler 6 millions de dollars de logistique juste parce que tu es vexé. Je viens de le faire, ai-je rétorqué. Avant qu'il ne puisse se jeter sur moi, une ombre s'est projetée sur la table. La foule s'est écartée, non pas pour Tyler, mais pour un homme qui marchait avec une autorité tranquille qui faisait taire les bruits de la pièce. C'était Marcus, le légendaire investisseur en capital risque, celui qui avait investi le capital de départ dans la société de Tyler. Il est passé juste devant Tyler. Il n'a même pas regardé ma mère. Il s'est arrêté devant ma table pliante. « Savannah », a dit Marcus d'une voix chaleureuse et confus. Il me tendit la main, ignorant les tickets de vestiaire qui flottaient à proximité. Je vous cherchais dans l'espace VIP. Pourquoi la reine de la logistique est-elle assise dans le noir? Un silence absolu suivit. Ma mère ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tyler avait l'air d'avoir avalé du verre. Je m'occupais juste de quelques ajustements de dernière minute, Marcus, dis-je en lui serrant la main sans me lever. Eh bien, dit Marcus en se tournant vers Tyler avec un regard froid et impassible. J'espère que vous l'avez bien traité ce soir, fiston. Vous savez bien qu'Apex Logistique est la seule raison pour laquelle ma société a investi dans votre matériel, n'est-ce pas? Nous investissons dans l'infrastructure, pas dans les idées, et elle est la meilleure infrastructure du secteur. Tyler Devant livid. L'histoire qu'ils avaient construite, celle où j'étais la victime, la sœur invisible, la fiancée chanceuse, venait de s'effondrer en 3 phrases. Marcus regarda la table pliante, puis me regarda de nouveau. Ce n'est pas un siège pour un associé, dit-il doucement. On dirait plutôt un siège pour un domestique. Tyler avait l'air d'un prisonnier. Son regard oscillait entre le visage déçu de Marcus, la notification de statut de la flotte sur son téléphone, puis de nouveau vers moi. Il avait besoin d'un signe de détresse. Il devait prouver à son principal investisseur qu'il ne s'agissait que d'une simple dispute de couple, d'un malentendu, et non d'une dévalorisation systématique de sa partenaire commerciale la plus précieuse. Il esquissa un sourire forcé qui ressemblait davantage à une grimace de douleur. « Marcus, tu te trompes complètement, balbutia-t-il, la voix montant d'un ton. Nous adorons Savannah. Elle déteste être sous les projecteurs. C'est tout. Nous lui avons réservé cette table pour qu'elle puisse se détendre. Regarde, je lui ai même acheté un cadeau. » Il se précipita vers le bout de la table en métal où une petite boîte plate, enveloppée dans du papier argenté, était laissée là, indifférente, à côté de ma pochette. Il la saisit et me la tendit, les mains tremblantes. « Ouvre-la, Savannah, insista-t-il, une pointe de désespoir dans la voix. Montre à Marcus combien nous tenons à toi. C'est pour notre avenir. » Je regardais la boîte. C'était lourd, plat, de la taille d'un écran à bijoux ou peut-être d'une tablette. Ma mère hocha la tête d'un air encourageant derrière lui, me suppliant du regard de jouer le jeu pour sauver la situation et être sage une dernière fois. Je ne l'ai pas pris avec enthousiasme. Je l'ai pris avec la prudence d'un démineur. J'ai soulevé le papier argenté. Il n'y avait pas de boîte en velours à l'intérieur, ni de bleu Tiffany. C'était une épaisse enveloppe couleur crème avec un sceau légal. J'ai ouvert le rabat et fait glisser le contenu sur la table en métal froid. Ce n'était pas une lettre d'amour. C'était un contrat. Juste quelques formalités pour le mariage, dit Tyler rapidement, la sueur perlant sur son front. Juste des formalités pour protéger nos biens afin que nous puissions fusionner nos finances en douceur le mois prochain. Je voulais te faire la surprise d'une sécurité financière. J'ai feuilleté la première page, qui était une simple page de couverture de contrat prénuptial. J'ai tourné la page 4, puis la page 7. Mes yeux se sont plissés.
Caché dans le jargon juridique complexe du paragraphe 12, section B, se trouvait une clause intitulée « Procuration irrévocable ». J'en ai lu les petits caractères. Elle accordait à Tyler tous les droits de vote sur mes actions d'Apex Logistique en cas d'incapacité ou d'absence, et juste en dessous, une procuration permanente prenant effet immédiatement après signature. J'ai eu l'impression que la pièce basculait. Tout s'est éclairé d'un coup sec et écœurant. L'isolement à cette table sombre, les coupes de champagne à n'en plus finir que le serveur avait tenté de me faire avaler, et que j'avais refusé. La pression constante pour que je me détende et que je ne me soucie pas des affaires. Ce n'était pas une fête d'anniversaire. C'était un braquage. Tyler ne m'avait pas invité pour célébrer le lancement de son entreprise. Il m'avait invité pour m'enivrer, me tenir dans l'ignorance et me faire signer un contrat pour céder le contrôle de ma société sous couvert de documents de mariage. Il ne se servait pas seulement de moi pour la logistique. Il préparait une prise de contrôle hostile de l'œuvre de toute une vie. J'ai levé les yeux vers lui. L'homme que j'étais censé épouser ne me regardait pas avec amour. Il me regardait avec la panique d'un escroc dont la victime vient de se reconnaître dans le miroir. « Tu ne m'as pas offert un cadeau », dis-je d'une voix à peine audible, mais suffisamment forte pour faire taire tout le monde. « Tu t'es offert une entreprise. » Je retournai le document et le fis glisser sur la table vers Marcus. « Lis le paragraphe 12, dis-je. Il essayait de me voler mon vote. Marcus mit ses lunettes. « I'll let la clause. » Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Le silence qui s'installa entre nous était comme le bruit d'une guillotine suspendue dans l'air, prête à s'abattre. Marcus déposa le document sur la table pliante avec un bruit qui résonna plus fort qu'un coup de feu dans la pièce silencieuse. Il retira ses lunettes et les replia lentement, délibérément. La musique s'était arrêtée. Les danseurs étaient figés. Mes parents semblaient assister à un accident de voiture au ralenti. Tyler ouvrit la bouche pour inventer un autre mensonge, mais Marcus leva la main. Pratique commerciale contraire à l'éthique, dit Marcus, sa voix portant sans effort dans le salon. Clause 4.1 de notre accord d'investissement. Toute tentative de fraude envers un partenaire, de tromperie envers un membre du conseil d'administration ou de manœuvres juridiques abusives constitue une violation immédiate. Il regarda Tyler avec dédain. Tu n'as pas seulement perdu ta logistique, fiston. Tu as perdu ton financement. Ma société se retire immédiatement. Tyler chancela. Son visage se décomposa jusqu'à devenir cadavérique. Tu ne peux pas, murmura-t-il. On lance demain. Le stock est déjà immobilisé, l'interrompit Marcus. Et sans mon capital, tu ne peux pas payer les frais de déblocage pour relancer le projet. C'est fini. Ma mère laissa échapper un sanglot étouffé. Elle me saisit le bras, ses ongles s'enfonçant dans mon blazer. Savannah, SLTE plate, arrange CA. Dit à Marcus que c'était un malentendu. Tyler t'aime. On t'aime too. Tu es notre préféré. Je baissai les yeux vers sa main posée. Sur mon bras. La même main qui m'avait guidé vers la table pliante. La même main qui avait caché mon manteau pour ne pas gâcher l'harmonie. Ta préférée, ai-je répété d'une voix douce mais glaçante. Il y a 10 minutes, j'étais une honte. Il y a 10 minutes, je n'étais pas assez présentable pour qu'on me remarque. J'ai retiré mon bras. Mon père s'est avancé, le visage rouge, fulminant d'une rage impuissante. Ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a accepté dans cette famille. Tu ne m'as pas laissé faire partie de la famille, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Tu m'as fait payer le prix. Je me tournai vers Tyler. Il fixait le sol, vaincu par son arrogance, révélant l'homme petit et avide qui se cachait derrière. Tu n'as pas seulement perdu une flotte, lui dis-je d'une voix ferme. Tu as perdu la seule personne qui savait comment te sauver. Je pris mon sac. Je ne me retournai pas vers la table pliante. Je ne me retournai pas vers le coffret cadeau qui était en réalité un piège. Je passai devant Marcus, lui adressant un petit signe de tête en guise de remerciement. Il inclina la tête en retour. Je traversai la foule silencieuse, longeant les loges VIP qui, sous les lumières crues, paraissaient désormais miteuses et délabrées. Je sortis par la porte principale du salon obsidian et respirai l'air frais de la nuit. Derrière moi, j'entendais le chaos commencer, les cris, les accusations, le bruit d'une dynastie qui s'effondre. Mais je ne me retournai pas. J'avais une entreprise à gérer. Le lendemain matin, le soleil frappa à 7 heures du matin, mon bureau s'illuminait, laissant danser des nuages de poussière dans le silence. C'était le silence le plus total que j'ai jamais connu.
D'habitude, le matin d'un lancement important pour un client, c'est la panique. Téléphone qui sonne, répartiteur qui hurle, adrénaline à son comble. Aujourd'hui, il n'y avait que le bourdonnement des serveurs et la vapeur qui s'échappait de mon café. J'ai jeté un coup d'œil à mes écrans. La flotte était toujours immobilisée au dépôt. 48 camions, parfaitement alignés. Sur mon téléphone personnel, les notifications s'accumulaient dans un dossier, bloqué, silencieux. Des centaines d'appels désespérés de ma mère, des SMS furieux de Britney et des messages vocaux paniqués de Tyler. Les médias s'étaient déjà emparés de l'histoire du lancement raté. L'action de Brox, société technologique, était en chute libre, plongeant de 30% avant l'ouverture du marché. Sans le soutien de Marcus et sans chaîne d'approvisionnement, Tyler n'était plus un visionnaire de la tech. Il n'était plus qu'un homme avec un entrepôt rempli de plastique, incapable de bouger. J'ai regardé les camions à l'arrêt. J'aurais pu les laisser là. J'aurais pu laisser la marchandise pourrir dans les conteneurs, faire traîner le procès et saigner Tyler à blanc jusqu'à la faillite. Ça aurait été une vengeance, mais la vengeance n'est qu'une autre forme d'attachement. Elle vous maintient lié aux gens que vous détestez. Je ne voulais plus être lié à eux. Je voulais être libre. J'ai cherché les coordonnées de Project Horizon, une organisation humanitaire d'aide aux sinistrés que j'admirais depuis des années, mais que je n'avais jamais eu les moyens de soutenir, trop occupé à faire vivre ma famille. Ils essayaient d'acheminer des secours d'urgence vers une région ravagée par les inondations, à 2 États de là, mais n'avaient pas le budget pour une flotte commerciale. J'ai décroché le téléphone. Ici Savannah d'Apex, ai-je dit à leur directrice. J'ai 48 camions et chauffeurs prêts à partir. Je mets à disposition toute notre capacité logistique. Nous pouvons charger vos fournitures avant midi. Le silence à l'autre bout du fil fut stupéfait, puis des larmes. Savannah, ça représente des centaines de milliers de dollars. C'est une perte sèche, ai-je dit, souriant pour la première fois. Dans quelques jours. Voyez ça comme un investissement dans quelque chose de concret. En autorisant le nouvel itinéraire, j'ai pensé à ma famille. Pendant des années, ils m'avaient paru si nombreux, si puissants, si inébranlables. Mais en voyant le désastre de leur vie ce matin, j'ai compris qu'ils n'avaient jamais vraiment eu de pouvoir. Ils n'en avaient que l'illusion, entretenue par mon argent et mon travail. C'est l'illusion de ceux qui, le portefeuille vide, fondent leur identité sur le statut social plutôt que sur le caractère. Ils s'effondrent dès que la subvention est coupée. Ce n'étaient que des structures vides et j'avais enfin cessé d'en être l'échafaudage. J'ai regardé l'écran tandis que le statut de la flotte passait de « immobilisé » à « active ». Les camions ne servaient plus l'ego de Tyler. Ils transportaient l'espoir. J'ai pris une gorgée de café. Le poids qui pesait sur ma poitrine avait disparu, remplacé par un sentiment de détermination, clair et serein. Je n'étais plus le moteur de leur dysfonctionnement. J'étais le conducteur de ma propre vie. Si vous avez déjà dû rappeler à quelqu'un que votre gentillesse a ses limites, cliquez sur « J'aime » et partagez cette histoire. Rappelons au monde que le respect de soi est essentiel. Non négociable.